Député de l'Isère depuis 2 ans et demi, l'écologiste Jérémy Yordanov vient tout juste d'être élu vice-président de l'Assemblée nationale, une fonction importante dans un contexte politique particulièrement troublé. Alors que la censure guette Michel Barnier et que le gouvernement peine à boucler son budget, comment imagine-t-il les prochaines semaines? Des semaines qui s'annoncent compliquées sur le front de l'emploi et de l'industrie, avec les cas très douloureux en Isère de Vancorex et de Valeo. Jérémy Yordanov est notre invité ce dimanche dans Dimension Politique. Bonjour Jérémy Yordanov. Bonjour. Merci d'être avec nous ce dimanche. Dans quelques minutes, vous débattrez des questions de sécurité avec votre collègue député de l'Isère, Thierry Pérez, représentant du Rassemblement national. Mais avant cela, place à l'actualité politique. Le 22 octobre dernier, vous avez été élu vice-président de l'Assemblée nationale au terme d'un scrutin riche en suspense et face à la députée de Haute-Savoie, Virginie Duby-Muller, pour les Républicains. C'est une fonction importante, celle de vice-président de l'Assemblée nationale. Comment vous l'abordez dans ce contexte particulièrement tendu? On l'a vu cette semaine à l'Assemblée. Écoutez, c'est un rôle intéressant dans cette institution de pouvoir mener les débats. C'est vrai que parfois c'est un peu houleux, c'est le moins qu'on puisse dire. Néanmoins, je crois que ce qui est intéressant, c'est qu'on puisse continuer à avoir le débat de manière apaisée, sur le fond. Voilà. Et je crois que cette fonction, en tout cas, m'intéressait pour ça, pour pouvoir mener les débats. Après, tout ça est assez calé par le règlement intérieur, les interventions sont millimétrées, enfin, tout ça est assez cadré en réalité. Bon, voilà. Sur un plan plus personnel, qu'est-ce que ça fait de se retrouver au perchoir? Ça doit être intimidant. C'est étonnant. C'est étonnant. Je ne m'y attendais pas forcément au départ. Je n'étais pas candidat en juillet sur cette fonction-là. Il y a eu une opportunité dans un contexte politique un peu particulier à l'intérieur de l'Assemblée. J'ai senti qu'il y avait une petite fenêtre pour gagner ce poste. J'y suis allé. Voilà, maintenant j'y suis, je ne me pose pas trop de questions. Votre voisine de circonscription, ici en Isère, Cyrielle Châtelain, est présidente du groupe écologiste à l'Assemblée nationale. Le sénateur de l'Isère, Guillaume Contard, est lui président du groupe écologiste au Sénat. En fait, pour peser chez les écologistes, il faut être isérois. Il faut venir en Isère. C'est vraiment la clé du succès, je vais y arriver. Au moment de votre élection à la vice-présidence, vous avez expliqué que cette victoire était une victoire du nouveau Front populaire, une victoire de la cohérence. Est-ce que cela veut dire que la coalition présidentielle, elle, manque de cohérence ? La coalition présidentielle, ce qu'ils appellent le socle commun, n'a pas de programme. Je crois que le défaut de fabrication de cette coalition-là, c'est qu'ils ne sont pas d'accord sur grand-chose. Ils ont eu un mandat de composer un gouvernement. Il y avait une contrainte, c'était de ne pas être censuré par le Rassemblement national. Et sur tout le reste, il n'y a pas d'accord. Donc en réalité, dès qu'il y a le moindre souci à l'Assemblée nationale, tout le monde se fâche. Et en fait, voilà, je crois que le fait qu'ils n'aient pas réussi à mettre un candidat au perchoir à ce moment-là, c'est quand même le résultat d'une absence de cohérence totale, en fait, de ce socle commun. Puisque l'on parle du nouveau Front populaire et plus proche de chez nous, ici en Isère, on a une élection législative partielle qui doit se dérouler prochainement, sans doute en janvier, avec la France insoumise et le nouveau Front populaire qui a parfois laissé l'image d'indécision. On a eu une première candidature, celle de Lucie Castet, qui a renoncé à cause des conditions fixées par les insoumis. Puis après une longue période de suspense, c'est Lies Loufoque, militant des droits de l'enfant, qui a été désigné candidat. C'est une bonne candidature, celle de Lies Loufoque ? Très probablement. Pourquoi ? Je ne le connais pas. Je n'ai pas encore rencontré personnellement. J'en ai entendu beaucoup de bien et en tout cas, je le soutiens et j'espère qu'il pourra remporter cette circonscription. Avant que son nom ne soit annoncé par la France insoumise, le Parti socialiste a essayé de tirer un petit peu les marrons du feu, de présenter sa candidature, celle d'Amandine Germain. La patronne de votre parti, Marine Tondelier, avait à l'époque dit sur France 3 qu'il s'agissait de méthode de bourrin. Elle avait raison, Marine Tondelier ? Non, enfin, je sais pas, c'est pas aujourd'hui dans le contexte. Qu'il y ait des débats sur les investitures, sur la candidature au préalable, ça peut exister dans une coalition. Les accords électoraux sont toujours difficiles en local pour les partis qui n'ont pas suffisamment de candidats à leurs yeux. Ça a été difficile pour le Parti socialiste en 2022 et en 2024. Voilà, je crois que c'est dans ce contexte-là où il y a eu un petit peu de débat. Ensuite, l'accord électoral, pour l'instant, il tient au niveau national et je crois que c'est une bonne chose parce que nous avons un projet commun, un programme commun. Il y a quelques fissures quand même. François Hollande, par exemple, a expliqué qu'en cas de chute du gouvernement Barnier, Lucie Castet ne serait pas sa candidate pour Matignon. Et alors ?
j'ai envie de dire peut-être, mais enfin, le sujet, il n'est pas tellement là aujourd'hui. On pourra revenir sur la situation politique nationale. Le sujet, c'est de savoir si on a des blocs des coalitions en fait, qui sont suffisamment cohérentes pour gouverner le jour où ils arrivent au pouvoir. Je crois que dans la situation actuelle où autour d'Emmanuel Macron, il n'y a pas vraiment de programme, il n'y a pas vraiment de ligne politique. Ils n'ont pas fait campagne sur un programme aux dernières législatives. Ils ont fait un accord avec les Républicains après les législatives, mais ils n'ont pas d'accord sur le fond. Ils ont demandé le soutien sans participation du Rassemblement national. Tout ça, on ne sait pas tellement où ça va. Je crois qu'il faut sortir de cette logique-là des petites manœuvres et construire sur un projet une coalition suffisamment large pour l'emporter face au Rassemblement national. Le sujet, il est là. Dernier point pour clarifier les positions du nouveau Front populaire. La France insoumise a proposé récemment d'abroger le délit d'apologie du terrorisme. Qu'en pensez-vous ? Alors, abroger ce délit, c'est une mauvaise idée. Le faire revenir dans la loi sur la liberté de la presse ? Oui, probablement, ou en tout cas encadrer sa mise en application. Il ne faut pas que ce soit détourné de l'objet pour lequel ça a été mis en place. L'apologie du terrorisme est un danger, il faut lutter contre ça, il faut le sanctionner. Il ne faut pas que ce soit détourné pour attaquer des syndicalistes ou des militants. Où Mathilde Panot, la patronne des Insoumis, qui a été poursuivie, entendue en tout cas ? Je ne sais pas, je n'ai pas suivi, je ne veux pas me prononcer sur un cas particulier. Je sais qu'il y a eu une multiplication de ces procédures et je pense que ça doit être des procédures qui doivent être strictement réservées à l'apologie du terrorisme au sens strict. Vous parliez du manque de cohérence, selon vous, de la majorité présidentielle, du socle commun. L'Assemblée nationale, vous le savez mieux que quiconque, bruisse de plus en plus la rumeur d'une censure prochaine du gouvernement de Michel Barnier, en cause l'utilisation plus que probable désormais du 49.3 pour faire adopter un budget contesté de toutes parts. J'imagine que vous la voterez, cette censure. Oui, je la voterai et je vais vous expliquer pourquoi. On a eu une élection au mois de juillet. Cette élection, elle a donné quoi ? Elle a donné la gauche qui arrive en tête, sans majorité absolue, mais qui arrive en tête, et derrière, le Rassemblement national et le bloc présidentiel. La cohérence aurait été de dire on donne un mandat à la coalition qui arrive en tête pour composer un gouvernement et trouver une majorité. Ce n'est pas le choix d'Emmanuel Macron. Il a laissé pourrir la situation pendant tout l'été, et ensuite il a nommé un Premier ministre qui est en contradiction totale avec le résultat du deuxième tour des législatives. Du parti arrivé en 5e position. Oui, c'est pas grave que ce soit un parti minoritaire. Ça, c'est pas ça qui me choque. Ce qui me choque, c'est qu'il aille chercher le soutien sans participation de l'extrême droite, alors que les Français se sont très fortement mobilisés pour faire barrage à l'extrême droite au mois de juillet. Et donc, c'est cette dissonance entre le résultat de l'élection et le gouvernement qui fait que, pour moi, il y a une carence de légitimité. On n'est pas dans le même schéma que Borne ou Attal. Là, il y a vraiment un défaut de légitimité. Et donc, je crois que ça peut rien donner de bon. Un gouvernement comme ça. Donc oui, je voterai la censure. Sur la question du budget, qu'est-ce qui bloque ? La mesure, le symbole qui bloque selon vous, c'est quoi ? C'est qu'on demande trop d'économies, qu'on demande trop d'impôts supplémentaires ? Qui bloque par rapport à quoi ? Au fait que, par exemple, la gauche s'oppose complètement à ce budget, que le Rassemblement national pose des conditions également. Personne n'est d'accord avec ce budget, sauf le bloc présidentiel. C'est les grands équilibres. Michel Barnier a dit on va faire 2 tiers de coupe dans les dépenses et 1 tiers d'augmentation des recettes fiscales. Ce qu'il faut savoir, c'est que la situation dramatique de la France aujourd'hui sur le plan budgétaire, le déficit est énorme. Il nous a été caché pendant le dernier quinquennat Macron. Il est dû au fait qu'on a baissé les recettes sans se préoccuper de ce qui allait se passer. On a dit, bon, on baisse les recettes et puis on ne fait rien en face pour baisser les dépenses et on pense que les recettes fiscales vont monter. Enfin, je ne sais pas quel était leur calcul. En tout cas, on se retrouve dans ce déficit-là. Aujourd'hui, je crois qu'il faut remettre les recettes qu'on a enlevées. Il faut les remettre. Il faut donc rétablir l'ISF, réaugmenter l'impôt sur les sociétés ? Bien sûr, j'ai envie de dire. La question, c'est de quoi a besoin la France aujourd'hui ? La désespérance des Français, elle est sur la crise de l'hôpital, sur les services publics, sur l'école. On ne pouvait pas rajouter du service public et enlever en même temps de l'impôt. Ça ne fonctionne pas. Après, sur les questions économiques, structurelles, il y a peut-être des choses à réorienter. Mais dans les grands équilibres, on ne peut pas dire on continue comme avant, on coupe dans les dépenses sans se préoccuper des recettes. Voilà. Donc cette logique-là, nous, on ne peut pas l'accepter. De toute façon, Michel Barnier n'est pas venu négocier avec nous. Il est allé négocier avec l'extrême droite.
Marine Le Pen a été la première à être reçue à Matignon lundi dernier. C'est son choix, mais ensuite qu'on ne vienne pas nous dire vous n'avez pas négocié. C'est le Premier ministre et son gouvernement qui a fait le choix d'aller... Michel Barnier qui prophétise une tempête financière si le gouvernement venait à tomber. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'il n'y a pas un risque quand même de déstabiliser énormément les marchés financiers, la confiance en la dette française ? Ce qui a déstabilisé la France, je vais vous dire, c'est la gestion erratique du chef de l'État. Sa décision de dissoudre l'Assemblée nationale au mois de juillet, au soir d'une élection européenne où il s'était fait battre largement, ça n'a aucun sens. Le fait de refuser de nommer un Premier ministre le soir des législatives, ça n'a aucun sens. Il a pris des risques énormes en prenant 2 mois pendant l'été sans rien faire. Il n'a pas cherché à construire une coalition. Là, il a mis la France en danger. Il a nommé un Premier ministre qui n'a pas de majorité à l'Assemblée nationale et qui a besoin absolument du soutien de l'extrême droite. Ça n'est pas responsable. C'est ça qui met aujourd'hui la France en tension. Alors comment sortir de tout ça ? En danger. Voilà, si Michel Barnier venait à être censuré, quelles sont les options ? On nomme un nouveau gouvernement ? On renomme Michel Barnier, ce qui est très mal perçu par l'Assemblée nationale. Ou Emmanuel Macron doit-il démissionner, comme on l'entend aussi de plus en plus dans la classe politique ? Alors, moi, ce que je dis depuis le soir des élections législatives, c'est la gauche est arrivée en tête. Donc la gauche doit avoir un mandat exploratoire pour chercher un gouvernement de coalition majoritaire. La gauche n'est pas majoritaire toute seule et les Français ont fait un front républicain dans les urnes. Donc il faut un gouvernement qui soit à l'image du Front républicain. Je regrette que nous n'ayons pas été capables de le faire, que Emmanuel Macron n'ait pas donné ce mandat-là le soir des législatives. Maintenant, dans une situation qui a pourri, en réalité, où les tensions sont de plus en plus exacerbées entre les différents blocs, et donc je doute que cette solution soit possible dans les faits. Mais je pense que c'est la plus logique par rapport aux résultats des urnes. Donc maintenant, comment on fait ? Soit on se met autour de la table et on cherche une coalition qui est en capacité de gouverner, soit on remet tout à plat. C'est-à-dire, effectivement, on attend la prochaine élection de la dissolution peut-être en juillet, élection législative en septembre. Puis voilà. Mais de changer le président de la République maintenant, en cours de route, sans pouvoir changer l'Assemblée nationale, parce qu'on n'a pas le droit de dissoudre avant juillet, ça ne résoudra pas le problème institutionnel de la France. Il faut arrêter de penser que tout repose sur les épaules du chef de l'État. Aujourd'hui, il faut prendre ses responsabilités à l'Assemblée nationale et former une coalition. L'autre option, c'est une coalition entre la droite et l'extrême droite. Mais qu'ils assument, qu'ils aillent voir Marine Le Pen et qu'ils fassent une coalition sur un programme. J'attends de voir ce que ça donne. Moi, j'y crois pas, et en tout cas, je ne le souhaite pas pour la France. Mais après, voilà, il faut bien trouver une solution dans ce paysage. Après, je crois qu'il y a aussi les institutions de la Ve République qui aujourd'hui bloquent tout. On a besoin de la proportionnelle, on a besoin d'un chef de l'État qui se mette en retrait, on a besoin d'un Premier ministre qui gouverne, on a besoin que le budget soit voté à l'Assemblée nationale, il faut arrêter avec les 49.3. Voilà, c'est toute une logique parlementariste. Le 49.3 dont vous avez souvent demandé la suppression. Plus près de nous, un dossier qui suscite énormément d'inquiétude, celui de Vencorex, cette usine chimique située dans le sud de l'agglomération de Grenoble qui emploie en ce moment 464 personnes. Elle a été placée en redressement judiciaire, victime d'un chamboulement d'un marché devenu surcapacitaire et ultra-concurrentiel. L'unique offre de reprise déposée pour l'instant, elle a été par son principal concurrent, le chinois Wanhua, qui justement, à cause de sa politique de prix très agressive, a contribué aux difficultés de Vencorex. Le groupe asiatique prévoit pour l'instant de ne reprendre qu'une vingtaine de salariés. A-t-on laissé notre industrie se faire dévorer, faute de l'avoir suffisamment soutenue, Jérémy Jordanov ? Oui. Et comment on fait aujourd'hui ? Oui, ça fait des années que la France a abandonné son industrie et sa politique industrielle. Le gouvernement, enfin les derniers gouvernements de soutien du président de la République se gauchent de dire on n'a réindustrialisé la France. Bon, en réalité, il y a un rapport de la Cour des comptes qui vient de sortir qui nous montre qu'on a à peine stoppé l'effondrement de la politique, enfin de l'industrie en France. Aujourd'hui, c'est 11% du PIB, c'est 10% de l'emploi en France, c'est rien du tout par rapport à nos voisins, à l'Allemagne. Pour soutenir une production stratégique, si Vencorex ferme, c'est toute la plateforme chimique de Grenoble qui se retrouve menacée, ce sont des milliers d'emplois. Alors d'abord, il faut avoir une stratégie. Les politiques ont été mises en œuvre depuis des années. C'est du saupoudrage d'argent public. On a financé avec les baisses de charges sur les bas salaires certains secteurs, mais l'industrie n'en a pas profité parce que c'est des secteurs où les salaires sont un peu plus hauts. On n'a absolument pas, sur le crédit impôt recherche, ciblé des secteurs stratégiques.
Et en fait, si on ne fait pas une planification sur 10, 20, 30 ans, quelle sera l'industrie de demain? Qu'aura besoin le monde, l'Europe? On se fait complètement dépasser par les Chinois et les Américains qui, eux, ont une stratégie industrielle de long terme, qui financent avec de l'argent public des filières entières. Et ensuite, je crois qu'il faut avoir le courage aussi aujourd'hui de dire il faut une forme de protectionnisme au niveau européen sur notre industrie. Je crois que, voilà, dans certains secteurs, je pense à l'automobile, par exemple. L'automobile qui est elle aussi en grande difficulté, puisqu'on a appris cette semaine la suppression probable de 238 postes sur le site de Valeo à Saint-Quentin-Fallavier. L'heure est venue maintenant de débattre dans cette émission. Jérémy Jordanov, je vous propose d'accueillir votre collègue, le député Rassemblement National de l'Isère, Thierry Pérez, qui va donc nous rejoindre. Bonjour Thierry Pérez, merci d'être à nos côtés. Merci à vous. Une question, avant d'entamer ce débat, je vous laisse vous asseoir. Qu'avez-vous retenu des propos, des déclarations de Jérémy Jordanov dans la première partie de cette émission ? Écoutez, pour rebondir sur le sujet qui va nous intéresser dans quelques secondes, Monsieur Jordanov a évoqué les crises qui touchent notre pays. Il a parlé de l'hôpital, de l'éducation. À juste titre, il a oublié la sécurité, qui est un sujet fondamental, très précieux pour nos concitoyens qui vivent l'insécurité au quotidien, pour beaucoup. On parle de Grenoble, mais on peut parler de toute l'Isère, on peut parler de toute la France. Voilà, donc j'ai retenu ça. Et puis ensuite, j'ai retenu un certain nombre de critiques à l'égard du chef de l'État et des macronistes. Vous avez raison. Par contre, je vous rappelle que vous avez soutenu, lors des dernières législatives, des candidats macronistes pour faire votre barrage républicain. Donc, soyez un peu plus clairs vis-à-vis des Français par rapport à ça, parce que vous ne pouvez pas soutenir d'un côté et ensuite le critiquer de l'autre. Ça me paraît un petit peu complexe. Je vous laisse répondre, Jérémy Jordanov, ensuite on passera à la sécurité. Je fais simplement que hiérarchiser les menaces. Je crois qu'entre l'extrême droite et Emmanuel Macron, je préfère encore Emmanuel Macron et son ancienne majorité. Au moins c'est dit. Voilà. C'est une question de clarté. Moi, je n'ai pas de problème à le dire. Je déteste Emmanuel Macron, mais je pense que la menace directe aujourd'hui en France, pour plein de choses, pour les libertés publiques, pour l'état de droit, pour la démocratie, pour le vivre ensemble, c'est le Rassemblement national, que moi je qualifie d'extrême droite. Voilà, je dis les choses comme je les pense. Alors, vous avez souhaité, Thierry Pérez, que ce débat porte sur la sécurité, c'est la règle du jeu dans cette émission. Vous avez évoqué évidemment le cas de Grenoble, où la question du narcotrafic est centrale. Comment fait-on aujourd'hui, selon vous, pour lutter contre ce narcotrafic qui empoisonne la vie de cette ville de Grenoble, mais aussi de nombreuses villes de France? On pense à Marseille, on pense à Rennes, il y a beaucoup de villes de France aujourd'hui qui sont confrontées à ça. Aujourd'hui, 79% des communes de France sont touchées, plus ou moins, par le narcotrafic. Donc ce n'est pas effectivement, malheureusement, ça n'est pas concentré sur les grandes villes, c'est vraiment toute la France qui est touchée. Et dans notre département, je pense à certaines communes de la 10e circonscription que je connais bien, où effectivement des communes qui n'étaient pas concernées jusqu'à il y a 2-3 ans le sont aujourd'hui et de manière intense. Je crois qu'il faut complètement changer le logiciel. Alors, ça ne va pas se faire en claquant des doigts, ça ne va pas se faire en 3 semaines ni en 3 mois. C'est un long travail, mais qui est un travail qu'il faut faire en combattant l'idéologie qui, jusque-là, a prédominé sur ce trafic et qui est une idéologie, Monsieur Jordanov, que vous soutenez depuis des années, qui est l'idéologie de l'excuse, l'idéologie de la compréhension sociale. Il y a de la délinquance parce qu'il y a des gens qui sont dans une misère sociale. Eh bien, non. Non, le sujet n'est pas là. Le sujet, il est qu'aujourd'hui, des gens se sont emparés d'une manne financière phénoménale, que des consommateurs, parce que la société va mal, que les consommateurs sont de plus en plus nombreux. Plus en plus de consommateurs égale plus en plus de dealers et plus en plus de trafic, c'est évident. Et un manque de fermeté évident à l'égard de tous ces gens qui, aujourd'hui, nous inondent de leurs produits, qu'ils viennent de l'étranger. On sait très bien qui sont les grands fournisseurs. Trop, le trafic de drogue, Jérémy Jordanov, c'est a priori ce que je comprends des propos de Thierry Pérez. Le trafic de drogue est une plaie, c'est aujourd'hui une menace. Vous voulez légaliser, monsieur? Vous voulez légaliser? Je vais répondre là-dessus, comme sur le reste. C'est peut-être pas une menace. Le trafic de drogue est une menace. Les trafics sont une menace. Pour aujourd'hui, pour l'État de manière générale, c'est une question de corruption, peut-être demain, qui va aussi pouvoir venir en France.
C'est dramatique pour certains quartiers. C'est aujourd'hui, vous l'avez dit, dans des communes, y compris des communes rurales, qui sont touchées par ces trafics. Et ça crée de l'insécurité, ça crée de la violence, ça crée des morts jeunes, des gens qui ne devraient pas mourir. Et on ne sait pas endiguer ça aujourd'hui. Il y a un rapport sénatorial qui s'est penché sur le phénomène. Il y a plusieurs leviers. Aujourd'hui, je crois que ce que propose le Rassemblement national est un peu paresseux. Je crois qu'on a vu dans votre niche parlementaire, sur les peines planchées, des choses comme ça, qui ont été essayées sous Nicolas Sarkozy, qui n'ont aucun effet. Il faut s'attaquer sur le haut du spectre et il faut s'attaquer, je crois qu'il faut redonner des moyens à la police judiciaire. On a affaibli terriblement la police judiciaire. Vous dites sur la fermeté, il faut de la fermeté. Oui, pourquoi pas de la fermeté, mais en France, on a la politique la plus ferme par rapport aux petits dealers et aux consommateurs et la consommation de stupéfiants la plus forte. Donc moi, j'observe par rapport à nos voisins, vous parliez de la légalisation, moi je pense qu'il y a certaines drogues, peut-être le cannabis, il faut regarder si on ne peut pas légaliser. Pas légaliser, pour faire de la santé publique. C'est aussi une question de santé et de prévention. Il faut s'attaquer, vous l'avez dit, aux consommateurs. Oui, mais on ne s'attaque pas aux consommateurs sans faire de la pédagogie, de la prévention. Le Portugal le fait. Pourquoi la France ne pourrait pas le faire? Et ensuite, il faut donner des moyens. Il faut un parquet, moi, je n'ai pas de problème avec ça, anti-stupéfiants. Il faut redonner des moyens à la police judiciaire pour remonter les filières. Peut-être aussi aller sur la question du statut du repenti comme en Italie. On peut regarder ces choses-là, mais si on ne redonne pas des moyens à la police pour remonter les filières, on n'y arrivera pas. C'est tout. Un parquet anti-stup et plus de moyens pour la police judiciaire, c'est plutôt des bonnes idées, non? Ah oui, bien sûr. Mais aujourd'hui, le problème, ce n'est pas la police. Aujourd'hui, le problème, c'est l'application des peines. Effectivement, un certain nombre de trafiquants, de dealers, petits ou gros, sont arrêtés 1 fois, 2 fois, 5 fois, 10 fois, 20 fois. Ils sont toujours dans la rue. La police, la gendarmerie, que je salue au passage parce que vraiment, ils effectuent un travail colossal, mais vous êtes encore dans l'angélisme. Quand vous parlez de peut-être légalisation, mais vous vous rendez compte du signe que vous donnez? C'est-à-dire que vous êtes en train de dire que le cannabis peut être effectivement un produit que l'on peut consommer. Mais vous savez que le cannabis, ça détruit les neurones à vitesse grand V? Vous savez que le cannabis, ça rend les gens schizophréniques? Vous savez que le cannabis, ça engendre de la perte de mémoire? Enfin, c'est un signe... je trouve effroyable que vous donnez, et dans une société qui ne va pas bien, pour plein de raisons, pour des raisons politiques, pour des raisons sociales, pour des raisons économiques, je trouve que c'est un signe très positif que vous envoyez aux trafiquants. Voilà. Le cannabis est dangereux, vous l'avez dit, et je suis d'accord avec ça. L'alcool aussi, c'est dangereux. Et en fait, l'alcool, ça a été légalisé, c'est encadré, et il faut continuer à mener des politiques de prévention contre l'alcoolisme. Et je crois qu'aujourd'hui, les politiques de répression, qu'on ne fait que de la répression, ça n'a pas fonctionné. Aujourd'hui, les jeunes en France, ils consomment du cannabis, même si c'est interdit. Si on disait on interdit et du coup, plus personne en consomme, on a en France le plus fort taux de consommation, en particulier chez les jeunes, malgré la législation la plus répressive d'Europe. Il faut trouver quelque chose qui fonctionne en vrai, et pas juste avec des mots. Ensuite, vous opposez la police et la justice. Je ne suis pas d'accord. La justice fait son travail, la police fait son travail. Simplement, je crois qu'aujourd'hui, on n'oriente pas les moyens sur les bons endroits et on ne remonte pas les filières. Et on n'a pas assez d'argent, on ne met pas l'argent sur les enquêtes au long cours. Il y a eu des opérations place nette, c'est très bien, ça fait de la communication, mais le trafic, il se déplace. Et donc, en fait, il faut aller sur des réponses qui sont de long terme, pas simplement de la communication. Et de dire simplement les juges sont laxistes, ça n'est pas vrai. Quand on regarde le nombre de peines, la dureté des peines, elles ne sont pas en déflation. Donc, non, c'est pas ça. Et puis, par ailleurs, vous avez toujours, dès qu'il y a un problème, vous dites, on va augmenter les peines. Pour n'importe quel problème, le Rassemblement national propose d'augmenter les peines. Mais dans 10 ans, on aura des peines de prison énormes pour un tout petit délit. Et en fait, l'augmentation des peines, à partir d'un certain seuil, ça ne fait pas diminuer la délinquance. Je n'ai pas parlé d'augmentation des peines, M. Jordanov. J'ai parlé d'application. En commission des lois. J'ai parlé d'application des peines. Elles sont appliquées, les peines. Par ailleurs, permettez-moi de vous interpeller quand même sur un sujet. Vous êtes favorable à la régularisation des sans-papiers, au vivre ensemble, à l'immigration massive. Êtes-vous conscient que l'immigration est un facteur d'augmentation du trafic de drogue et, de manière plus générale, de la délinquance? Êtes-vous conscient de ça? Ça, c'est ma première question. La deuxième question... Alors, rapidement, parce que le temps file et j'aimerais bien écouter la réponse de Jérémy Jordanov. Votre ami allié, M. Mélenchon, considère que la police tue.
Est-ce que vous pensez la même chose ? Jérémy Jordanov, en quelques mots, c'est à vous de répondre. Écoutez, c'est quand même c'est embêtant. symptomatique. Le Rassemblement national, Non. dès qu'il ne sait pas répondre sur le fond, nous parle d'immigration. C'est ça. En fait, vous ne répondez pas sur le narcotrafic, vous nous parlez immigration. L'immigration, pour vous, ce serait la cause de tous les maux de la France. Est-ce que j'ai dit ça ? Pas du tout. Oui, parce qu'en fait, ce n'était pas la question, et vous venez là-dessus de vous-même en nous disant parce que c'est un vrai l'immigration, sujet, ça fait le trafic Monsieur de drogue, ça Jordanov, fait le c'est un narcotrafic. sujet. Ceux qui consomment de C'est la le drogue, sujet. ceux qui consomment de la C'est drogue, le sujet. ceux qui consomment de la drogue en France et ceux qui font du trafic en France, ce sont des Français avec des papiers français, des cartes d'identité françaises. Des papiers Réglons français, le peut-être. problème de la drogue en France et laissez la question de l'immigration en dehors de ça. Il y a une question sur l'immigration, on peut en débattre, Vous mais n'avez prenons le temps d'en décidément débattre pas compris. sérieusement. Alors, j'ai pas compris ce que vous vouliez dire, en tout cas, ça c'est sûr. Ce qui est certain, en tout cas, messieurs, c'est qu'il faudra qu'on revienne sur cette thématique qui, visiblement, vous passionne et intéresse énormément nos téléspectateurs. Merci à vous deux pour ce débat animé. Merci Jérémy Jordanov d'être avec nous ce dimanche. Merci à vous Thierry Pérez également. Merci de votre La semaine prochaine, nous reviendrons sur un dossier très sensible dans la région, les JO de 2030. Quels sont les arguments des partisans, ceux des opposants? Vous saurez tout à partir de 11h10 sur France 3 Alpes. D'ici là, passez tous un très bon dimanche.